Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire Les femmes et la maladie du cœur, qu'en est-il? Nous sommes ravis de vous accueillir à cet événement spécial. Je souhaite commencer par reconnaître que nos bureaux et activités prennent place sur les terres traditionnelles non cédées des peuples salish du littoral, y compris les territoires des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Nous rendons hommage à leur présence et leur rôle d'intendance et prenons l'engagement de soutenir leur leadership en décolonisant nos pratiques de gouvernance et nos activités. Aujourd'hui, nous parlons du cœur des femmes, mais je voudrais faire une reconnaissance particulière envers les femmes et les filles et les personnes bispirituelles autochtones qui sont 5 fois plus susceptibles de subir de la violence que le reste de la population au Canada, en raison de violences historiques et du racisme systémique. Et le nombre de cas est plus élevé étant ici en Colombie-Britannique. Je me présente, mon nom est Nouré Naïe, je suis la directrice générale de Réseau Santé Colombie-Britannique. J'utilise le pronom elle et pour des raisons d'accessibilité, je me décris comme une femme multiethnique voilée. Je remercie notre partenaire Réseau Femmes Colombie-Britannique. Donc, je vous présente notre intervenante. Nadine Elias est responsable du programme Femmes à cœur au Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes, division de la prévention et de la réadaptation de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Nadine travaille à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa depuis 2005 et avec le lancement du Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes, elle a été chargée de concevoir, développer et mettre en œuvre un programme de soutien par les pairs pour les femmes souffrant de maladies cardiaques. Elle fournit également des conseils individuels aux populations à risque et les aide à acquérir les outils et les compétences nécessaires pour prévenir et ou gérer leurs facteurs de risque. Merci Nadine de bien vouloir nous joindre aujourd'hui et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Nour, et merci beaucoup pour l'invitation de venir partager avec vous l'information sur la santé cardiaque de la femme. Alors, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Cet après-midi, pour vous, c'est l'heure du midi. Je suis à Ottawa. Donc, cette présentation d'aujourd'hui s'intitule Entamons la conversation. Alors, permettez-moi de commencer par vous décrire un petit peu pourquoi c'est important pour nous à l'Institut de cardiologie au Centre canadien de la femme de entamer la conversation. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, cette présentation a été conçue par le Centre, mais notre vision au Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes est de conscientiser la population au sujet de la maladie du cœur et des risques qu'elle pose sur les femmes et leur communauté. Prochaine diapositive. Est-ce que je vous ai perdu? Ah, désolé, pour une raison quelconque, moi, je ne voyais plus la prochaine. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Désolé pour... Oui, on on t'entend. t'entend bien. OK, parfait. Parce que pour une petite raison quelconque, tout d'un coup, je ne vous voyais plus. On dirait que c'était réglé. Merci. Alors, au Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes, nous formons des ambassadeurs et des ambassadrices locaux pour qu'ils puissent informer les femmes au sujet de la maladie du cœur et aussi de leur apprendre ce qu'ils peuvent faire pour réduire le risque. Les ambassadeurs et les ambassadrices du centre encouragent un passage à l'action en informant et responsabilisant les femmes et la population de la communauté. Une fois qu'ils sont bien informés au sujet de la maladie du cœur, il y a beaucoup plus de chances de pouvoir prendre de l'action et de prendre leur santé cardiaque en main. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de devenir un ambassadeur ou une ambassadrice, nous avons un cours qui se donne en ligne pour une période de 2 heures pour justement pouvoir offrir cette information-là aux gens de votre communauté. Alors, n'hésitez pas à m'en parler peut-être à la fin de la présentation et je vais aussi vous partager le lien à comment vous pouvez devenir prendre ce rôle d'ambassadeur et ambassadrice. Prochaine diapositive. Alors, voici donc ce que nous allons discuter aujourd'hui ensemble. À la fin de la séance, vous serez en mesure de décrire c'est quoi la maladie du cœur
expliquer les particularités de la maladie du cœur chez les femmes, y compris les signes et symptômes, expliquer les facteurs de risque de la maladie cardiaque et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement pouvoir améliorer notre santé cardiaque. Prochaine diapositive. Alors, parlons un peu de ces maladies cardiovasculaires et leur impact sur les femmes. Prochaine diapositive. Alors, pour commencer, qu'en pensez-vous? Vrai ou faux, est-ce que la maladie du cœur est en hausse et constitue la principale cause de décès des femmes dans le monde? Vous êtes la bienvenue à mettre votre réponse dans le chat si vous voulez. Mais la réponse est bel et bien vraie. Lorsqu'on demande aux femmes quelle est la pire menace à leur santé, la plupart des femmes vont répondre que c'est le cancer du sein. Mais en réalité, elles sont 3 fois plus nombreuses à mourir de la maladie du cœur que du cancer du sein. Et comme les femmes sous-estiment souvent le risque de la maladie du cœur, elles sont moins susceptibles de reconnaître les signes et symptômes d'un incident cardiaque et de le rapporter à leur médecin. Prochaine diapositive. Alors, la maladie du cœur est une maladie chronique qui a besoin de gestion une fois qu'on est diagnostiqué avec la maladie cardiaque et ça peut à long terme causer soit des crises cardiaques ou même parfois la mort. Alors, le terme cardiovasculaire inclut tout ce qui affecte le cœur et les vaisseaux sanguins et ça constitue la principale cause de décès chez les femmes, comme on a déjà mentionné. Prochaine diapositive. Alors, à noter que les énoncés suivants s'appliquent aux femmes. On a longtemps sous-estimé l'impact de la maladie du cœur chez les femmes et c'est pourquoi la maladie du cœur évoque encore pour beaucoup de gens l'image d'un homme qui s'agrippe la poitrine sous l'effet d'une vive douleur à la poitrine. Mais saviez-vous que la maladie cardiovasculaire est la première cause de décès chez les femmes dans le monde et tue une femme sur 3? Lorsqu'on demande justement quelle est la pire menace, les femmes qu'on mentionner vont souvent dire le cancer du sein, quand en réalité, c'est plus la maladie cardiaque que le cancer du sein. Et comme les femmes vont sous-estimer le risque, ils vont avoir tendance à ignorer les symptômes. Les taux de maladie du cœur sont en hausse chez les femmes de moins de 55 ans, principalement à cause des différents facteurs de risque qui s'ajoutent avec des mauvaises habitudes de vie qui peuvent se prendre avec le temps. Le tiers des femmes atteintes de la maladie du cœur ont souvent employé le terme événement ou incident pour décrire justement le problème de cœur qu'ils ont et non pas pour modifier leurs habitudes de vie après un diagnostic. Et cela cause un problème, c'est que la maladie du cœur ne se guérit pas, mais c'est quelque chose qu'il faut gérer avec le temps et le soigner à chaque jour pour éviter d'avoir d'autres événements secondaires. Prochaine diapositive. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Non. Parfait. Donc, Nour, tu gardes un œil sur le chat parce que je vois que des commentaires arrivent, mais je ne porte Oui. pas attention à les lire. Oui, Je te remercie. je t'arrêterai. Ah, il y a Emmanuel qui a une question. Oui, j'ai une question. Bonjour. Oui, bonjour. Quand on parle de maladie du cœur, on parle d'une pathologie ou enfin, d'une maladie qui s'attrape là, ou on parle d'un Ça- risque cardiovasculaire ou d'un risque cardiaque, Alors, quand on d'un parle de maladie accident, quoi, je veux dire. Oui, quand on parle de maladie cardiovasculaire, on parle de tout ce qui touche le cœur, que ce soit un incident, que ce soit un problème génétique, que ce soit à cause des facteurs de risque, ça englobe en dessous des maladies cardiovasculaires. Et une fois qu'on a un diagnostic avec une maladie cardiovasculaire, c'est ça qu'on dit, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on peut guérir sur un coup, mais c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on gère avec le temps, peu importe le type de la maladie cardiaque. C'est un problème qui est chronique. Okay? Donc, dans les prochaines minutes, nous allons voir comment est-ce que les maladies cardiovasculaires se présentent justement différemment chez les femmes. Nous allons discuter de certaines particularités pour les femmes et aussi des différents signes et symptômes qui sont uniques plus à la femme qu'on voit moins chez les hommes. Ça va?
Alors, dans l'ensemble, le cœur a le même aspect chez les hommes que chez les femmes. La plupart des médecins vont avoir appris à l'école que tout le monde a le même cœur, que c'est un muscle. Mais le cœur des femmes est un peu plus petit que celui des hommes, environ du tiers. Il a tendance à battre plus vite. Les artères coronaires des femmes sont aussi plus étroites. En particulier, la plaque qui cause la maladie coronaire ne s'accumule pas de la même façon que dans les artères des femmes que chez les hommes. Puis les changements hormonaux que les femmes passent à travers, eux aussi vont avoir un effet sur comment la maladie cardiovasculaire se développe et comment elle affecte les femmes. Donc, les grossesses, les ménopauses, tout ça a un effet sur le cœur de la femme avec le temps. Alors, la maladie du cœur chez la femme ne se présente pas nécessairement de la même façon que chez les hommes et elle est aussi vécue différemment, ce qui va nécessiter différentes méthodes diagnostiques et thérapeutiques qui sont différentes de ce qu'on sait généralement pour les hommes. Prochaine diapositive. Donc, la santé cardiaque des femmes souffre de sérieuses lacunes en matière de recherche, diagnostic, traitement, soutien et sensibilisation. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir encourager les femmes à participer dans des projets de recherche et pour nous aider à réduire justement ce gap qu'il y a entre l'information qu'on a et entre ce que les femmes vivent quand ils ont une maladie cardiaque. Alors, prenons un peu de temps pour explorer chacune de ces lacunes. Prochaine diapositive. Alors, la première lacune est en recherche. Même si les femmes représentent plus que la moitié de la population, 70% des essais cliniques sur la maladie du cœur vont porter sur les hommes. Par conséquent, les stratégies qui nous sont utilisées pour diagnostiquer et traiter la maladie du cœur sont surtout basées au sujet de la recherche masculine, blanc et aussi dans certains âges. Ce qui veut dire que les décisions médicales qu'on prend pour traiter les femmes sont basées de façon dont la maladie du cœur se manifeste chez les hommes et pas nécessairement chez les femmes. Et comme on a vu un peu plus tôt, ça se présente différemment parce que le cœur de la femme est différent de celui des hommes. Il y a plusieurs raisons pourquoi les femmes ne sont pas davantage incluses en recherche. En général, toutes les femmes entre la puberté et la ménopause étant considérées comme potentiellement enceintes, les femmes sont souvent exclues comme sujet de recherche pour éviter les effets néfastes sur un éventuel fœtus. Les recherches ont aussi évité d'utiliser des animaux femelles en recherche de peur que justement les fluctuations et les changements hormonaux ne faussent les résultats. Et il semblerait aussi que que ça soit difficile de recruter les femmes pour des études, en partie à cause de leurs responsabilités qui s'accumulent au courant de leur vie. Donc, le problème, c'est qu'ils ne participent pas à la recherche, puis ça reste qu'on est très limité sur la compréhension des particularités de la maladie du cœur chez les femmes. Et il y a des bonnes nouvelles. C'est que certains organismes maintenant vont subventionner des recherches, surtout qui incluent plus de femmes ou qui incluent les femmes, pour pouvoir encourager les différentes décisions qui sont prises, puis aider à justement fermer ce gap de recherche. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. La prochaine lacune est dans le diagnostic. Donc, tant les femmes que leurs médecins, ils peuvent souvent tarder à reconnaître les symptômes d'un incident cardiaque. Des fois même mal interprétés ou carrément l'ignorer. Les signes précurseurs des crises cardiaques chez les femmes sont mal interprétés chez les femmes à peu près à 78%. Ces problèmes de diagnostic sont plus fréquents chez les jeunes femmes et chez celles qui ne manifestent pas de symptômes typiques comme on connaît les grosses pressions, les douleurs à la poitrine, le bras gauche. Donc, ces symptômes typiques-là, parce que justement, on a de la misère à les reconnaître puis on ne les reconnaît pas comme étant un symptôme de la maladie cardiaque. Dans un petit peu, nous allons voir ensemble les différents signes et symptômes. Et aussi, il va arriver que des fois, les médecins cherchent d'autres causes
à ces symptômes que les femmes présentent sans d'abord faire les tests nécessaires pour éliminer la possibilité que ça peut être un problème cardiaque. Et ça, c'est souvent dû à cause des changements hormonaux que les femmes vont passer à travers. C'est que ça nous porte à penser que c'est dû à autre chose que tester pour la maladie cardiaque. Certaines femmes disent avoir aussi tardé à demander de l'aide par peur de honte ou par peur de déranger les gens autour de eux, parce que souvent, ils sont les gens qui prennent soin de tout le monde autour d'eux, donc ils ne veulent pas nécessairement déranger ou penser que leurs symptômes sont urgents. Donc, ils essaient de les traiter un peu par eux-mêmes au lieu de les apporter à leur médecin. Mais une chose est sûre, c'est qu'on sait que chaque minute compte. Alors, il est essentiel d'obtenir un traitement le plus rapidement possible pour limiter des risques de décès ou des lésions graves qui peuvent être causées au cœur si jamais on s'attarde avec les symptômes qui se présentent et en effet, c'est une crise cardiaque. Je dois emmener Arnaud chez son concert. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, une autre petite question de vrai ou faux. Les symptômes de crise cardiaque ne sont pas nécessairement les mêmes chez les hommes que chez les femmes. Je pense que j'ai probablement donné la réponse un peu déjà. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est tout à fait vrai que les symptômes sont différents. Donc, on va passer maintenant un peu avec la prochaine diapositive, s'il vous plaît, sur quels sont ces différents symptômes. Les signes et symptômes d'une crise cardiaque ne se manifestent pas toujours de la même façon, comme on a dit. Parmi ceux qui sont les plus fréquemment signalés par les femmes, on va mentionner des douleurs, des pressions d'inconfort dans la poitrine, des douleurs aiguës ou sensations de brûlure dans la poitrine, fatigue inhabituelle ou faiblesse abnormale et essoufflement. Donc, souvent, c'est une combinaison de 2 à 3 de ces symptômes comparés à ce qu'on connaît, la grosse douleur à la poitrine, le bras gauche qui fait mal ou peut-être la sueur. Donc, il est important de savoir, même si les hommes et les femmes ont certains symptômes en commun, qu'il y a une différence et il ne faut pas les ignorer. Les femmes ne perçoivent pas toujours ces douleurs qu'elles ressentent comme étant très intenses. Donc, des fois, juste la façon qu'ils vont rapporter à leur médecin comment ils ressentent le symptôme, ça va justement jouer un rôle à comment vite le médecin va pouvoir agir. Souvent, on ne va pas le présenter d'une douleur intense, mais ils vont dire « j'ai un inconfort à la poitrine » ou ils vont parler d'une sensation d'oppression ou un serrement. Donc, le fait que ce n'est pas mentionné, que c'est une douleur, c'est inconfortable, une grande douleur, ça fait retarder un petit peu le fait de regarder à ces symptômes-là. Prochaine diapositive. Donc, les femmes peuvent aussi présenter des symptômes atypiques qu'on n'associe pas habituellement à la crise cardiaque. Donc, comme vous voyez ici, des douleurs dans le haut du ventre, une transpiration excessive anormale, que des fois, on va confondre avec des symptômes de la ménopause, des nausées, des difficultés à dormir, des douleurs au dos, à l'épaule ou au bras droit, qui est aussi très commun chez les femmes, que la douleur ne va pas se présenter nécessairement sur la poitrine, mais elle va être dans le haut du dos. Des douleurs à la mâchoire sans nécessairement avoir aucun problème de denture ou un rendez-vous de dentiste, rien, mais on a une douleur à la poitrine et des palpitations. Donc, de nos jours, les médecins sont de plus en plus conscients qu'il y a une différence, mais il arrive encore que les femmes, surtout, comme on l'a dit, les plus jeunes, voient leurs symptômes associés soit à l'anxiété, les brûlures d'estomac ou autres problèmes de femmes, et ils vont tarder à aller chercher le traitement intensif qu'ils ont besoin. Donc, la prochaine lacune est au niveau du traitement. Donc, comme on a vu jusqu'à date, la maladie du cœur n'est pas suffisamment étudiée et diagnostiquée chez les femmes, ce qui entraîne de nombreux écarts entre les sexes et le traitement aussi. Ceci est dû souvent à un manque de sensibilisation au public et aussi aux professionnels de la santé concernant les différentes maladies cardiovasculaires chez les femmes. La mauvaise compréhension aussi des symptômes des femmes et les techniques de dépistage et diagnostic qu'on utilise.
Et ainsi, c'est pour ça qu'on parle d'entamer la conversation, de pouvoir encourager les femmes d'être plus au courant de leurs symptômes, les différents symptômes, comment ils se présentent, de pouvoir plus augmenter cette sensibilisation au niveau des femmes. Nadine, je ne sais pas si tu veux prendre des questions maintenant ou attendre à la fin, mais on a deux questions dans le chat. Ben, je peux les prendre certainement. Donc la première question, c'est est-ce que les symptômes sont différents pour les femmes appartenant aux communautés PNDC, donc personnes autochtones noires et couleurs? Et la deuxième, c'est on doit être vigilante à des symptômes cumulés, genre 2 ou 3 symptômes, ou un seul de ces symptômes peut indiquer une maladie cardiaque. Parfait. Donc, deux très bonnes questions. Donc, pour la réponse à la première question, c'est que la culture en tant que telle n'a pas de différence sur le symptôme. C'est vraiment par rapport à hommes et femmes, comment notre cœur, la grandeur du cœur est fait. C'est sûr que la prévalence de certains facteurs de risque, donc, sont plus élevés dans certaines communautés que d'autres. Et c'est pour ça l'importance de savoir c'est quoi ces facteurs de risque, qu'on va parler de ça sous peu, parce que ça, justement, augmente notre risque. Mais de la façon que la maladie se présente d'une culture à l'autre, c'est plus de homme à femme versus femme dans de différentes cultures. Et pour la deuxième question, excuse-nous, est-ce que tu pourras Oui, c'était donc les symptômes. Est-ce qu'on doit être Ah oui, vigilante quand on a 2 ou 3 parfait. symptômes, une accumulation ou un seul? Oui, donc d'habitude, on ne prend pas de risque. Le moindrement qu'il y a un symptôme qui est présent, on encourage à pouvoir faire un suivi là-dessus. C'est sûr, c'est toujours bon de voir comment fréquent ce symptôme arrive, comment long il dure avant de partir. Est-ce qu'il part ou il ne part pas? Il reste là pour longtemps. Donc, puis justement, s'il y a une accumulation de symptômes, là, c'est encore plus important de pouvoir faire le suivi. Mais normalement, aussitôt qu'il y a un symptôme qui est présent, il ne faut pas l'ignorer parce que ça va arriver des fois que ce symptôme va prendre du temps avant qu'il se développe pour qu'un autre se développe, pour que ça devienne un problème. Donc, il vaut toujours mieux tout de suite, aussitôt qu'il y en a un, de faire le suivi dessus. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Donc, prochaine diapositive. Alors, au niveau du soutien aussi, il y a certaines lacunes. Et quand on parle de soutien, on parle du support associé après avoir une maladie cardiaque. Donc, après un diagnostic d'une maladie cardiaque, il est fortement recommandé de se faire suivre un programme de réadaptation cardiaque. Ces programmes vont offrir un mélange d'exercices, d'informations, de soutien psychologique et aussi de services d'accompagnement pour favoriser l'adaptation de saines habitudes de vie et réduire la chance d'avoir d'autres événements par la suite. Les personnes qui terminent souvent le programme de réadaptation cardiaque vont jouir d'une meilleure capacité fonctionnelle accrue et d'une meilleure qualité de vie. Mais malgré ces avantages qu'on connaît très bien à propos des programmes de réhabilitation, les chances qu'une femme suit un tel programme après avoir suivi un diagnostic cardiaque sont 2 fois moins que celles d'un homme. Et la raison pour ça, c'est que, pour commencer, il y a un faible taux de recommandation de la part des médecins au programme de réhabilitation chez les femmes. Soit qu'ils sont plus jeunes, soit que les symptômes sont moins forts ou l'événement était moins grave, qui fait en sorte que la recommandation n'est pas faite. Mais aussi, il y a un manque de temps. Le stress, le manque de sommeil, la responsabilité familiale, les contraintes financières, le manque de confiance en soi de pouvoir faire de l'exercice, de se prendre en charge. Des fois aussi, va jouer un rôle pourquoi les femmes vont être référées, mais ils ne vont pas participer nécessairement. Et le dernier, c'est que les femmes ont souvent tendance à passer les besoins de tout le monde autour de eux avant leurs propres besoins. Et ça inclut leurs enfants, leur carrière, leurs conjoints, même des fois leur animal de compagnie. Mais une chose qu'on sait, c'est que quand les femmes ont une grande influence sur leur environnement, sur les habitudes de vie de leur famille. Alors, si les femmes profitent de faire ces changements-là puis être en santé, tout le monde autour de eux va aussi en bénéficier, qui devient un facteur d'encouragement de pouvoir encourager les femmes à pouvoir participer pour que tout le monde autour d'eux aussi en bénéficie. Prochaine diapositive.
La dernière lacune est au niveau de la sensibilisation, comme on a déjà parlé un petit peu. Donc, malgré des années de campagne de sensibilisation, les femmes sont encore un peu moins conscientes du danger que représente la maladie cardiaque pour elles. On a fait un sondage national au Centre canadien de la femme en 2016 et ça nous a vraiment ouvert l'œil à travers le Canada sur ces lacunes de sensibilisation-là. En particulier, on a noté un décalage entre le risque perçu par les femmes et le risque réel pour la maladie du cœur. De plus, la compréhension que les femmes ont de leur propre risque cardiovasculaire est loin d'être optimale. Comme exemple, le sondage nous a montré que 60% des femmes qui présentaient un risque élevé de la maladie du cœur en raison des facteurs de risque se croyaient moyennement ou faibles à risque pour la maladie cardiaque. Donc, c'est là que ça devient très important d'entamer cette conversation-là, d'en parler, de devenir des ambassadeurs pour montrer l'importance et aider les femmes à mieux comprendre leurs risques par rapport à la maladie cardiaque. Prochaine diapositive. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à notre troisième objectif? Oui, il y en a une. Est-ce que les maladies cardiovasculaires sont héréditaires? Certaines maladies, oui, ils sont certainement héréditaires, génétiques, pas toutes. Puis des fois aussi, c'est pas la maladie cardiovasculaire en tant que telle, mais c'est certains facteurs de risque pour la maladie cardiovasculaire, comme l'hypertension, l'hypercholestérémie dans la famille. Ça peut, si c'est héréditaire, ça peut en faire en sorte que notre risque pour la maladie cardiaque est encore plus élevé. Oui. Très bien. Et il y Moi, a j'aimerais savoir. Nicole. Je vois deux mains, je vois une main levée, je ne sais pas si. Oui, C'est il y a, Rokia. Moi, c'est Rokia. il y a deux questions. Il y a Nicole et Rokia. Ok. Rokia, Rokia, vas-y. si vous voulez commencer, oui. Ah, c'est moi, ok. Bonjour, moi, j'aimerais connaître la liste des maladies cardiaques, s'il vous plaît, maladies du cœur. Quelle est la liste? Oh, elle peut être pas mal extensif. Je peux vous partager un lien sur notre site web à l'Institut de cardiologie où est-ce que vous pouvez voir toutes les maladies cardiovasculaires. Comme je mentionnais, c'est tout ce qui touche le cœur, incluant les vaisseaux sanguins. Des fois, même, c'est les valves. Des fois, ça peut être un problème électrique. Donc, il y a une grande liste. Je ne pourrais pas juste vous la nommer, mais sur notre site web que je vais vous partager à la fin, puis je vais partager les ressources avec nous aussi. Vous allez pouvoir vous rendre sur notre site web puis voir toutes les différentes maladies avec les différentes descriptions. Merci beaucoup. Et il y a Nicole. Oui, alors Nadine, vous avez parlé d'essoufflement et de fatigue. Comment on peut faire la différence entre, moi je suis rendue à 59 ans, je n'ai pas le même essoufflement que quand j'avais 40 et même 50, je vois une différence, mais je sens pas que j'ai un problème de cœur. Alors, comment est-ce qu'on peut faire la différence? Donc, il faut que ça soit un essoufflement abnormal pour vous dans votre situation actuelle. C'est que tout d'un coup, à votre âge, pas regarder 20 ans passés où est-ce que oui, l'essoufflement n'était pas le même, mais actuellement, c'est une journée ou pour une semaine, votre niveau d'énergie, vos activités est plus le même. Puis, il n'y a rien à expliquer pourquoi est-ce que vous êtes comme ça. C'est pas par effet de grand effort physique, c'est pas par effet de manque de sommeil, mettons, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui change, puis tu n'es juste pas toi-même. Fait que l'important, quand ça arrive, c'est pas de l'ignorer puis de dire, je suis comme en train de vieillir, c'est pas comme si j'étais 20 ans, mais c'est de vraiment de l'adresser puis voir, OK, ça peut-tu être le début de quelque chose? Et surtout le symptôme d'essoufflement puis la fatigue, des fois se présente jusqu'à 1 an, des mois avant qu'il y a même un problème cardiaque. Okay. Donc, c'est pour ça, c'est pas quelque chose à ignorer, mais il faut que ça soit quelque chose d'abnormal à votre situation actuelle. OK, merci. Nour? Oui, moi j'ai une question. Je ne sais pas si tu vas parler du dépistage. Donc, quand on va chez un médecin avec, disons, on a tous ces symptômes. On va à l'hôpital, par exemple, en urgence, et ils font les premiers dépistages, donc le ECG, scan et tout ça, et qu'ils ne voient rien. Est-ce que toutes les maladies du cœur sont dépistées par ces... ou est-ce qu'il faut vraiment pousser? Je parle d'une expérience personnelle. Absolument. Ça, et puis,
je trouvais qu'il fallait à chaque fois repousser, et puis il y a une fatigue, donc je voulais plus y aller à la fin. Mais Oui. est-ce qu'on continue de pousser parce qu'on sait que c'est pas normal et qu'on comprend notre corps et qu'on sait que ça, c'est pas un essoufflement normal ou Et tous les symptômes que tu avais mentionnés? très, très bon commentaire. Il faut absolument pousser. Parce que, comme on mentionne, c'est qu'il y a une lacune au niveau des tests qu'on a même pour diagnostiquer et pour traiter les femmes. Donc, des fois, tu vas faire un ECG, il n'y a rien qui va être dessus, mais tu continues à avoir des symptômes. Donc, Mm. tant qu'aussi longtemps que tu as des symptômes, tu connais ton corps le mieux, tu dois continuer à pousser pour avoir d'autres tests, pour explorer d'autres choses. Mais pour aider à ton médecin, c'est que des fois, les symptômes vont pas arriver tout de suite quand tu es chez le médecin. Mais c'est très possible que dans les semaines à suivre, tu continues à ressentir ces symptômes-là. Donc, c'est encouragé à pouvoir justement garder un désolée, le mot m'échappe en français, un log, Oui, pour pouvoir justement écrire les symptômes, comment long ils durent, comment fréquent ils se présentent, comment est-ce que je suis capable de justement faire partir ce symptôme-là. Si tu avec de l'alimentation, avec l'effort physique, si tu ne sens rien, être assis. Donc, toutes ces choses-là donnent un indice quand tu te présentes chez ton médecin vers où il peut aller justement, quel type de diagnostic ou quel type de test il peut te faire passer. d'accord. Même chose avec l'antécédent familial, on va parler des facteurs de risque. Donc, des fois, même avant juste les symptômes, c'est d'aussi vérifier que tous les facteurs de risque sont en ordre. Parce que Mm. si tu te présentes avec un symptôme, mais ta pression est haute, ton cholestérol est haut, ta diabète, bien, ça, c'est tous des facteurs qui font que ton risque pour la maladie est encore plus élevé. Donc, c'est important de pouvoir travailler sur ces facteurs-là pour bien gérer la condition aussi. Merci. Mais tu l'as bien dit, il faut pousser, il ne faut pas prendre ça à la légère parce que justement, quand les tests deviennent positifs, qui arrivent la plupart du temps chez les femmes disent, ah, ben mon médecin a dit qu'il n'y a rien, mais ils continuent à souffrir avec les symptômes. Avec les symptômes. Merci. Parfait. Prochaine diapositive, non, excuse, on était rendu là. Parfait. Donc maintenant, on va regarder ensemble comment la maladie cardiovasculaire justement affecte les femmes et on va discuter, comme j'ai mentionné, des facteurs de risque qu'on peut améliorer pour pouvoir réduire ce risque-là. Alors, vous avez sûrement déjà entendu le terme facteur de risque. Les facteurs de risque sont des comportements ou des caractéristiques qui vont augmenter notre risque de souffrir d'une maladie cardiaque. Prochaine diapositive. Il y a une question, Nadine. Oui. Une situation de grand stress peut-elle déclencher un accident cardiaque? Euh, C'est relatif d'une personne à l'autre, tu sais, puis un grand stress, mais oui, c'est possible. C'est très possible. Un exemple de ces cardiovasculaires, ça, j'ai pas le terme en français, désolé, mais ça s'appelle le Broken Heart Syndrome. Puis ça, souvent, ça va déclencher une crise cardiaque quand surtout les femmes vont subir un grand choc de stress. Ça peut déclencher à ce niveau-là. Mais d'une personne à l'autre, c'est très différent parce qu'on a tout un seuil différent de tolérer le niveau de stress. Mais oui, c'est possible. Okay? Alors, il est important de dépister la maladie cardiovasculaire le plus tôt possible afin de pouvoir prévenir et limiter les dommages qui peuvent être dus à cette maladie. Il est également fondamental de bien comprendre comment les facteurs de risque influencent l'apparition de la maladie. Donc, au Canada, 9 personnes sur 10 vont présenter au moins un facteur de risque pour la maladie cardiaque. Et ça commence aussi jeune que l'âge de 20 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose nécessairement pour dire que la maladie cardiovasculaire est une maladie d'âge ou c'est seulement en vieillissant, mais aussitôt qu'il y a un facteur de risque qui se présente, c'est important de l'adresser parce que cela augmente déjà notre risque pour la maladie cardiaque. Donc, quand on prend conscience de nos risques, on les personnalise, comme on sait que c'est un problème pour nous, cela nous permet de prendre les mesures nécessaires pour faire un changement et améliorer notre santé cardiovasculaire. La gestion des facteurs de risque après un incident cardiaque peut réduire 50% le risque d'avoir un deuxième événement. Prochaine diapositive.
Donc, la maladie du cœur touche les femmes de tout âge, comme j'ai mentionné tantôt, commence aussi jeune que l'âge de 20 ans d'avoir des facteurs de risque, mais ça commence même avant ça. Donc, il est important de connaître et comprendre les facteurs de risque et comment est-ce qu'on peut les gérer à travers de la vie. La maladie du cœur est de plus en plus fréquente chez les femmes de moins de 55 ans en raison des différents facteurs de risque qui se rajoutent avec le temps. Donc, ce n'est pas vraiment juste une fois qu'on est rendu plus vieux qu'on le voit, mais même avant. En termes d'adolescence, c'est important de prendre des bonnes habitudes de vie dès l'enfance pour justement éviter que plus tard, ça devienne un problème où est-ce qu'on se trouve inactif, le stress est trop élevé, qu'on ne mange pas très bien, parce que ça s'accumule avec le temps. En tant que jeune adulte, c'est de connaître les antécédents familiaux, puis s'assurer de savoir si, justement, on a des problèmes au niveau de la famille ou des antécédents au niveau de la famille, que ce soit au niveau du cholestérol, au niveau de la pression artérielle, que ce soit au niveau des problèmes ovariennes. Donc, c'est important de voir s'il y a un antécédent de ça. À l'âge de la grossesse, les complications peuvent augmenter notre risque plus tard pour la maladie cardiaque, comme des accouchements prématurés, l'hypertension qu'on appelle la prééclampsie, qui est une condition qui se développe juste durant la grossesse, et la diabète aussi durant la grossesse, qui devient un autre facteur qui augmente notre risque plus tard pour la maladie cardiaque. Et après la ménopause, c'est aussi un autre. Si jamais la ménopause se développe plus tôt, notre risque va augmenter aussi plus tôt dans la vie, puisque le changement au niveau de l'estrogène fait en sorte que notre bon cholestérol commence à baisser et notre mauvais cholestérol commence à augmenter. Donc, c'est important de justement pouvoir gérer ça et aussi de savoir qu'après la ménopause, des fois, ce n'est pas nos habitudes de vie qui vont faire en sorte que notre cholestérol change, mais juste nos changements hormonaux peuvent faire en sorte que ça débalance notre cholestérol aussi. Prochaine diapositive. Donc, l'adoption, comme on parle depuis tantôt, la mode de vie saine est importante et les bonnes habitudes ont un effet cumulatif avec le temps. La réduction des facteurs de risque avant un premier incident cardiaque peut prévenir ou retarder par 33 % les décès. Et la gestion des facteurs de risque après un incident cardiaque peut réduire la mortalité par 25 %. Donc, prévention primaire ou prévention secondaire, les deux sont importants. Et allons voir comment est-ce qu'on peut justement faire cette prévention-là. Prochaine diapositive. Le tabagisme et le vapotage sont des facteurs de risque de la maladie du cœur. Vrai ou faux? C'est vrai. Absolument. Donc, ça, c'est un facteur de risque. Quand on parle de bien gérer ces facteurs de risque, un qu'on peut gérer. Prochaine diapositive. Et ça, c'est une question un peu truquée. Il n'y a pas de lien entre la maladie du cœur et l'exercice. Vrai ou faux? Moi, je dis que c'est vrai. Donc, c'est faux parce que la question a dit il n'y a pas de lien. Mais en effet, il y a un lien entre la maladie du cœur et l'exercice. Le mieux et le plus qu'on travaille notre cœur, le muscle du cœur et le rend plus fort, le meilleur que c'est pour notre condition cardiaque. Donc, l'exercice a là un effet sur la maladie du cœur. Prochaine diapositive. Donc, il y a deux catégories de facteurs de risque, ceux qu'on peut changer et ceux qu'on ne peut pas changer, qu'on appelle les non modifiables et modifiables. Les facteurs de risque qu'on ne peut pas changer sont l'âge, le sexe, les origines ethniques et les antécédents familiaux. Donc, je ne vais pas rentrer trop en détail parce que je suis consciente un petit peu du temps, puis ça peut être long de passer sur chacun de ces facteurs. Mais ça, c'est les 4 facteurs qui est important de savoir puis de reconnaître dans notre famille parce qu'on ne peut pas les changer, mais si on les additionne un sur l'autre, notre risque pour la maladie cardiaque augmente plus vite que quelqu'un qui n'a pas de problème et qui n'a pas d'antécédent familial, qui, origine ethnique, certaines origines sont plus touchées que d'autres et avec l'âge. Et très important de savoir que qu'est-ce qu'on peut justement faire, nous, les modifiables, qu'on va regarder sous peu, pour justement éviter que modifiables et non modifiables accumulés, notre risque monte exponentiellement.
Donc, pour les facteurs de risque modifiables, on a l'hypertension, donc la pression artérielle, le taux de cholestérol, la diabète, le tabagisme, les facteurs psychosociaux, l'embonpoint. Donc, ça, c'est les 6 facteurs que c'est important aussi de gérer pour éviter que notre risque monte. Prochaine diapositive. Donc, comme j'ai mentionné, connaître son risque, le plus que on a de facteurs de risque, le plus que notre risque augmente. Beaucoup de femmes ne savent pas que justement, les risques cardiovasculaires augmentent considérablement selon le nombre de facteurs de risque. Des fois, on va dire, j'ai de l'hypertension, ce n'est pas un problème. Si on ne connaît pas notre antécédent familial, ça peut être un autre problème. Mais si on les additionne ensemble, notre risque vient d'augmenter. Le risque cardiovasculaire se multiplie par 2 en présence d'un facteur de risque, par 4 en présence de 2 facteurs de risque, et il se multiplie par 10 en présence de 3 facteurs de risque au plus. Donc, chez les hommes et chez les femmes de plus que de 40 ans, il est recommandé de faire une évaluation de nos facteurs de risque tous les 5 ans pour justement savoir qu'est-ce qu'on a besoin de gérer, quels facteurs nous affectent et comment on peut réduire notre risque global pour la maladie cardiaque. Prochaine diapositive. Donc, pour terminer un peu, on va regarder justement qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à l'action et réduire notre risque global. Donc, il est possible de modifier notre risque cardiovasculaire en portant des changements à nos habitudes de vie. Si vous présentez des facteurs de risque, prenez les mesures pour mieux les gérer. Il n'est jamais trop tard. Il s'agit de commencer avec un pas à la fois, de faire un changement à la fois. Donc, dans les prochaines diapositives, je vais vous présenter l'ensemble de 10 conseils pour vous permettre de mieux bouger, réduire votre stress, bien s'alimenter et prendre soin de notre santé mentale. Et tous ces conseils-là vont être partagés avec vous. Ils sont aussi disponibles sur notre site web pour lequel je veux partager les liens. Donc, sentez-vous pas à l'aise que vous devez toutes les prendre en note, mais ils sont disponibles pour vous sur notre site web. Donc, pour l'alimentation, il est important de planifier ce repas et de cuisiner le plus possible à la maison. Le plus de contrôle qu'on a sur ce qu'on met dans notre alimentation, le mieux que c'est. De savoir aussi qu'est-ce qu'on mange, de écouter son corps, donc être capable d'arrêter quand on a faim, quand on est rassasié et non trop manger à la fois. Manger à des heures régulières, avoir une cédule régulière est toujours mieux que se prendre des grandes périodes de temps sans manger et arriver à être affamé. Prévoyez des collations saines. Très souvent, quand la nourriture ou les collations ne sont pas prêtes pour nous, on va avoir tendance à prendre la chose la plus vite ou qu'est-ce qui est disponible. Donc, prévoir souvent et planifier un petit peu plus nos collations va nous aider à avoir une meilleure alimentation. Inclure les fruits et les légumes avec chaque repas. Et fruits n'égale pas légumes et légumes n'égale pas fruits. C'est vraiment 2 choses qui sont différentes malgré qu'ils tombent dans le même groupe alimentaire. Manger des grains entiers plus souvent pour augmenter les fibres, qui est très bon pour le cholestérol. Manger du poisson pour améliorer notre cholestérol aussi et augmenter la consommation de oméga 3. Introduire des repas plus végétariens en utilisant les légumineuses, les noix puis les grains. Puis, il ne faut pas avoir peur du gras, il faut juste s'assurer de manger le bon type de gras. Donc, pas tous les gras sont mauvais et on n'essaye pas non plus de complètement éliminer le gras de notre diète, mais c'est juste de savoir quelle sorte de gras qu'on devrait manger versus les gras qu'on devrait éliminer, qui sont surtout les gras saturés. Si ça durcit à la température de la pièce, ça va aussi durcir dans vos artères. Prochaine diapositive. Donc, ici, on parle des conseils d'exercice. Donc, c'est plus la même perspective qu'on avait avant où est-ce qu'on disait il faut faire un exercice structuré, 1 heure par jour, il faut aller au gym, il faut marcher sur le tapis. C'est vraiment pas le cas. S'assurer de bouger à chaque jour, la plupart des journées de la semaine, est ce qui est important.
le plus qu'on garde notre cœur actif, qu'on garde une bonne circulation, le mieux que c'est pour notre santé. Donc, on veut faire travailler le cœur en faisant des activités cardiovasculaires, mais aussi faire travailler tous les autres muscles de notre corps. Travailler sur l'équilibre est important, donc on veut avoir des bons muscles. Et un peu d'exercice, c'est mieux que rien. Donc, n'importe quoi qui est 10 minutes à la fois et on additionne le 10 minutes à travers de la journée, c'est ce qu'on essaie d'aller chercher. Un minimum de 30 minutes, si on est capable d'en faire plus, tant mieux, mais un minimum de 30 minutes la plupart des journées de la semaine dans un intervalle de 10 minutes est considéré très acceptable. S'assurer d'écouter son corps et de pousser comme on est capable. On n'essaye pas de faire des activités pour se mettre en forme, mais il faut être en forme pour faire nos activités. Donc, c'est important de garder ça en tête avec l'été, le jardinage. Des fois, on va dire, oh, ça va m'aider à me mettre en forme. Il faut faire ce qu'on est capable. Et l'hiver, même chose, je pèle beaucoup souvent. On ne pèle pas pour se mettre en forme, mais il faut être en forme pour être capable de pelleter. Prochaine diapositive. Il y a juste une question. Pour un régime Oui. végétarien vegan, quelle bonne alternative au poisson? Pour le poisson en tant que tel, il n'y a pas d'alternative pour aller chercher le oméga 3, fait que ça serait plus au niveau des suppléments, d'essayer d'aller chercher des suppléments au niveau du oméga 3 en capsule, si c'est pour le poisson. Mais pour la protéine en tant que telle, ça serait plus au niveau des noix, le tofu, ça serait les choses qui peuvent aider. Donc, pour la santé émotionnelle, qui est aussi importante que la santé physique, parce que des fois, on sous-estime comment mentalement on se sent et l'effet que ça a sur notre cholestérol, sur notre pression artérielle. Et en effet, il y a une grande corrélation, une grande relation entre notre santé mentale, notre niveau de stress et les changements qu'on vit à travers de notre pression artérielle et notre cholestérol. Donc, s'assurer de pratiquer régulièrement la respiration profonde. Pas juste quand on en a besoin. Il faut que ça devienne une habitude que quand le corps le demande, on est capable de le faire automatiquement. Donc, c'est quelque chose à encourager de régulièrement pratiquer la respiration profonde pour automatiquement le faire au besoin. Être capable de nommer nos émotions, de ne pas les juger nécessairement, mais tout simplement de les nommer, de les reconnaître qui sont présents. Essayer d'identifier les éléments déclencheurs va nous aider justement à essayer de travailler sur la réaction. Porter attention à notre environnement. Bouger va nous aider. Avoir un système de support avec des gens avec qui on peut parler. Essayer d'avoir un bon sommeil. Ne pas se mettre trop de pression sur le dos et faire ce qui nous amène du bonheur au moins une fois par jour. Prochaine diapositive. Et même chose pour la gestion du stress. On a toutes différentes stratégies pour gérer le stress, mais il faut être capable de le reconnaître et reconnaître les situations qui nous stressent pour justement essayer de trouver des solutions. Quand on parle d'éviter les fausses solutions, c'est que des fois, on va utiliser des distractions pensant que justement, ça va nous aider à réduire le stress. Et des fois, c'est bon à court terme, mais il faut s'assurer qu'à long terme, on a quand même une solution à ce qui nous cause le stress. Donc, les distractions, on appelle ça la fausse façon de s'adapter. On s'adapte d'une mauvaise façon, comme regarder la télé, aller magasiner. C'est des choses qui vont nous distraire, qui vont réduire notre stress pour un bout de temps, mais ça ne résout pas nécessairement notre problème. Et c'est là que c'est important d'avoir des résolutions de problèmes en place pour nous aider à réduire notre stress. Pratiquer la relaxation musculaire est une autre chose qui nous aide à réduire le stress parce que quand on devient stressé, tout se contracte, tout devient plus serré. Même chose, nos artères en général dans notre corps vont aussi se fermer, devenir plus petits. Mais quand on prend la respiration profonde puis la relaxation musculaire, tout ça nous aide à se détendre. Et souvent, on va voir aussi que notre pression artérielle va baisser. Prendre des pauses dans notre journée et les céduler régulièrement dans notre journée va être une autre chose qui peut nous aider.
Prochaine diapositive. Donc, comme j'ai mentionné, je veux partager avec vous ici, vous avez les liens pour tous les différents conseils, soit avec l'activité, l'alimentation saine, la gestion des émotions et aussi la gestion du stress. Et aussi, ça inclut quelques autres ressources pour l'alimentation, surtout de notre diététiste. Le premier lien qui vous permet d'avoir un petit peu plus d'informations et des outils sur comment bien vivre avec la maladie cardiaque et bien manger. Prochaine diapositive. Pour terminer, je vous laisse avec les 5 messages clés que nous avons mis en place pour justement entamer la conversation dans votre entourage. Ces messages clés ont été traduits dans plusieurs langues. On a 13 différentes langues que ces messages ont été traduits, incluant français et anglais. Nous voulons aussi que nos professionnels de la santé les diffusent ainsi que les membres de la communauté. Prochaine diapositive. Donc, ces 5 messages clés, rappelez-vous que les symptômes d'une crise cardiaque ne sont pas reconnus chez les femmes à 50% du temps. Les causes de la maladie du cœur ne sont pas toujours la même chez les hommes que chez les femmes. Les femmes courent parfois un risque plus élevé de la maladie cardiaque que les hommes. Il y a de nombreuses façons de réduire son risque et les maladies du cœur sont en grande partie évitables. Et pour prendre soin des autres, vous devez d'abord prendre soin de vous. Assurez-vous d'entamer la conversation avec les gens dans votre entourage. Alors, on vous invite de bien vouloir prendre part à ce changement et de pouvoir promouvoir ce message. Pour plus d'informations, vous avez tous nos sites web ici de l'Institut de cardiologie, que ce soit le Centre canadien de la santé cardiaque pour les femmes, l'Alliance canadienne de santé, qui est une alliance nationale à travers le Canada avec plus que 150 membres qui ont à cœur la santé cardiaque de la femme. Et aussi une série de nos webinaires corps à cœur, qui ne sont pas toutes en français, mais définitivement, il y en a certains qui sont disponibles en français et ça couvre pas mal tous les différents facteurs de risque qu'on a parlé aujourd'hui. Prochaine diapositive. Et sur ce, je vous remercie de votre attention et de vos questions. Puis je vous rappelle aussi de bien vouloir remplir le formulaire d'évaluation qui nous aide à continuer à améliorer nos présentations et nos services. Parfait, merci beaucoup Nadine. Il y a une dernière question avant de passer à Éléonore. On va dépasser un peu le temps pour la période de questions à la fin, donc si vous pouvez rester encore un petit peu, parce que Éléonore va nous faire une petite présentation de quelques minutes. Mais on a une question avant d'Emmanuel. Quand on dit qu'il faut prendre l'habitude de faire des tests tous les 5 ans, comment fait-on? On va voir notre médecin et on lui demande quoi exactement? Absolument. Donc, quand vous allez voir votre médecin, à minimum, c'est de vous assurer de faire votre test médical annuel avec votre médecin, de vous assurer de justement faire un rapport à votre médecin s'il y a eu des changements au niveau de vos symptômes, si vous avez des nouveaux symptômes qui se développent. Mais en général, pour le risque cardiovasculaire, votre médecin va vouloir regarder à votre pression artérielle, votre cholestérol, votre diabète, si vous êtes fumeur ou non fumeur, si vous avez un antécédent familial et votre âge. Donc, on utilise une engine qui nous permet justement de mettre tous ces facteurs ensemble et ça nous donne un risque global pour la maladie cardiaque sur une période de 10 ans. Ça s'appelle le Framingham. C'est ça un peu le test qu'ils utilisent, mais ils ont besoin des résultats de ces 5 tests-là. Ah voilà, ça marche. Pardon. Très bien, merci Nadine. Donc, on aura une période de questions à la fin. Éléonore, si tu veux bien prendre la parole. Oui, merci beaucoup Nadine. J'ai trouvé votre présentation vraiment intéressante. Surtout que personnellement, j'ai plusieurs facteurs de risque que je connais déjà depuis longtemps. Donc, pour moi, c'est un peu un rappel. Je voulais simplement mentionner pour ceux qui ne savent pas que, comme vous savez, Réseau Santé, on est là pour essayer d'améliorer l'accès à des ressources
c'est des services en français pour les francophones en Colombie-Britannique. Et on a eu depuis les 2 dernières années un projet, l'abécédaire d'un cerveau en santé, où je vous inviterais, si vous voulez prendre du temps, peut-être d'aller consulter, est-ce que vous voyez mon écran? Alors, dans du matériel qu'on a développé qui est pour la sensibilisation à la démence, on a fait, on a développé du matériel pour aider les gens à identifier leurs facteurs de risque de la démence. Et quand on regarde les facteurs de risque pour la démence, on s'aperçoit que ce sont les mêmes facteurs de risque que les maladies cardiovasculaires. Alors, entre 45 et 65 ans, on a l'hypertension. Après ça, il y a le tabagisme, il y a l'obésité, il y a la consommation d'alcool qui n'a pas été mentionnée, mais je crois qu'il fait aussi partie des facteurs de risque, les maladies cardiovasculaires, l'inactivité physique et l'isolement social. Et sur le site de l'abécédaire, vous pouvez trouver beaucoup d'autres outils qui vont vous aider justement à travailler vos facteurs de risque. Par exemple, si vous allez dans alimentation, ben, là, vous avez accès à plein d'outils qui justement vous aident à comprendre le rôle de l'alimentation pour gérer ces facteurs de risque pour la démence et les maladies cardiovasculaires, mais aussi ça peut être l'activité physique et tout ça. Et si vous prenez plus de temps pour vraiment explorer le site, vous allez voir qu'on vous donne aussi beaucoup de moyens, comme par exemple, on a développé des capsules pendant un défi 28 jours pour vous aider chaque jour à incorporer de l'activité physique dans votre vie. Et donc, souvent, ce qui manque aux gens, c'est des outils pour mettre en pratique ce qu'on est supposé faire. On peut lire, c'est sûr qu'on peut lire, on sait ce qu'il faut faire, mais quand on n'a pas un modèle, comme par exemple ces capsules-là, où chaque jour, vous pouvez vous donner le défi, OK, je vais faire 10 minutes d'activité physique aujourd'hui ou 30 minutes, je vais faire plusieurs capsules. Même chose pour l'alimentation. Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer mes facteurs de risque pour les maladies du cœur et de la démence, parce que c'est les mêmes facteurs de risque. Alors, je voulais simplement vous mentionner qu'il y a des outils qui existent, qui ont été développés pour vous aider. Parfait. Merci, Éléonore. Et si tu peux mettre le lien Oui, le site du de site, l'abécédaire. voilà, de l'abécédaire. Nadine, on te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire cette présentation. Réseau Femmes, Maryse, merci d'être de si bons partenaires. Et merci à vous toutes et tous d'avoir participé aujourd'hui. C'est fait un plaisir. Merci à vous et votre participation et l'invitation. Parfait. Merci. Et puis, si vous avez plus de questions pour Nadine ou plus tard, n'hésitez pas à nous écrire.